Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les Entrevues du Spatial, le nouveau format proposé par Astre, l'Alliance stratégique des étudiants du spatial. Alors avant de commencer ce premier épisode de podcast, on aimerait remercier chaleureusement la Fondation Île-de-France pour leur soutien, ainsi que l'association CS Alumni pour leur aide. Passionné du spatial, curieux ou professionnel du secteur, ce podcast est fait pour vous. L'objectif de ce podcast est de réfléchir collectivement à des solutions innovantes, aux côtés d'experts en tout genre, et de découvrir ensemble les principales dynamiques du secteur. Aujourd'hui, ce premier épisode sera consacré aux lanceurs, autrement connus sous le nom de fusées. En réalité, en Europe, depuis la fin des années 70, c'est le lanceur Ariane qui permet aux Européens de placer des satellites en orbite en toute autonomie. Il a été développé par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, selon le principe de retour géographique. Chaque État membre de l'ESA qui participe au programme Ariane voit ses industries recevoir des contrats à hauteur de cette somme. Cela a permis de concevoir un lanceur véritablement européen ainsi qu'un programme spatial performant pendant de nombreuses années. Cependant, ce modèle historique de développement a connu une crise en 2023. Alors que la phase d'exploitation du lanceur Ariane 5 arrivait à sa fin, celle du lanceur Ariane 6 n'avait pas encore commencé. En parallèle, pour des raisons techniques, le lanceur léger Vega C, également développé par l'ESA, était cloué au sol. Et, pour des raisons diplomatiques cette fois-ci, la coopération entre les Européens et les Russes autour du lanceur Soyouz s'est arrêtée brutalement le 24 février 2022 lorsque les forces du Kremlin ont envahi l'Ukraine. Résultat, plusieurs pays européens ont dû lancer leurs satellites avec un lanceur Falcon 9, le fameux lanceur d'Elon Musk. Pour répondre à cette crise, les États européens ont décidé en 2023 d'ouvrir le marché des lanceurs à la concurrence et de proposer une nouvelle initiative permettant de faire émerger de nouveaux lanceurs privés, l'European Launcher Challenge. On vous laisse maintenant avec Géraldine Naja, directrice du transport spatial à l'ESA, ainsi que Johan Leroy, président directeur général de MySpace, qui vous expliqueront ce qu'est le LC et en quoi c'est un enjeu majeur pour l'Europe dans les années à venir. 3, 2, 1, top. Allumage 2 VSR, décollage. Bonjour Madame Naja, bonjour Monsieur Leroy. Merci Bonjour, beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour être présent sur notre podcast, donc les entrevues du spatial. L'idée de ce moment, c'est vraiment de discuter ensemble sur l'European Launcher Challenge. C'est vraiment ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et dans un premier temps, peut-être j'aurais voulu que vous vous présentiez chacun votre tour. Madame Naja. Donc, Géraldine Naja, je suis depuis le 1er avril directrice du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, ESA. Et auparavant, j'étais en charge de l'industrie, des contrats et de la commercialisation, c'est-à-dire du New Space. Et donc le European Launcher Challenge, je l'ai connu en tant que commercialisation et maintenant je le vois côté lanceur. J'ai fait toute ma carrière à l'ESA. Depuis ma sortie de l'école d'ingénieur et j'ai eu plein de postes, j'ai fait beaucoup de mobilité, j'ai été détachée à un ministère pendant quelques temps et voilà, et je suis vraiment une enfant de l'ESA et du spatial. Très bien, merci beaucoup. Et donc moi je m'appelle Johan Leroy, je suis le président de MySpace depuis avril 2022, ça fait 4 ans. Et ça fait un petit peu plus de 15 ans que je travaille dans le spatial. J'ai passé notamment pas mal d'années chez l'opérateur de télécommunications par satellite européen Eutelsat, où j'ai occupé différents postes à la stratégie en tant que directeur technique et directeur général délégué. Et j'ai également un profil d'ingénieur. Voilà. Et est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu le lien de MySpace avec l'European Launcher Challenge Alors nous sommes un des 5 lauréats du European Launcher Challenge. Nous avons donc candidaté en même temps que 11 autres participants, si mes souvenirs sont exacts. Et nous sommes dans la phase de dialogue avec l'ESA qui doit aboutir normalement à la signature d'un contrat en juillet prochain. Très bien. Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus, du coup, qu'est-ce que l'European Launcher Challenge, un petit peu les objectifs de cette compétition? Oui, alors en fait, le European Launcher Challenge est né du fait qu'il y a eu en Europe, dès la fin des années 2010 et surtout le début des années 2020, une
une prise de conscience qu'aux États-Unis, il y avait des acteurs privés dans le spatial et en particulier dans le domaine des lanceurs. Alors on connaît évidemment Elon Musk, mais il y a aussi Jeff Bezos et d'autres. Et que en Europe, on voulait aussi, je dirais, surfer sur cette vague du New Space qui avait démarré aux États-Unis et profiter de l'innovation, du dynamisme et surtout de la compétition. Parce que c'est vrai qu'en Europe, il y avait, je dirais, assez peu de compétition dans le domaine des lanceurs. Ça, c'est peut-être le point de départ. Et puis, il y a eu aussi le fait qu'on s'est retrouvé en 2023-2024 dans une pénurie de lanceurs en Europe, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus lancer Soyouz depuis la Guyane, Vega, le petit lanceur européen, avait des problèmes, et Ariane 5 avait terminé sa production, Ariane 6 n'était pas encore là. Donc, il y a eu aussi cette prise de conscience qu'on était vulnérable parce qu'on était dépendant et qu'il fallait encourager je dirais, l'émergence d'autres lanceurs développés par le secteur privé en Europe. Donc c'est ça un peu la logique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné, on a regardé aux États-Unis ce qui avait permis justement de faire émerger tous ces acteurs privés. On s'est rendu compte que la NASA avait joué un rôle prépondérant dans l'émergence, en particulier de SpaceX. Et on s'est dit, puisque ça a marché, on va regarder ce qu'ils ont fait, on va s'inspirer. Et donc, ça a été l'idée qu'a fait la NASA pour faire émerger SpaceX et d'autres acteurs. Elle a soutenu ce développement de deux manières. D'abord par du soutien technique et d'autre part par l'achat de services de lancement pour être un premier client stable et institutionnel de ces lanceurs privés. Donc voilà la naissance du European Launcher Challenge et comme l'a dit Johan, le European Launcher Challenge a démarré réellement il y a un peu plus d'1 an et par une première phase avec la présélection, je dirais, des 5 premiers challengers. Et puis là, on est en on vient de recevoir les offres pour la suite des événements et on va continuer dans une deuxième phase. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est un peu aussi ce constat qui a amené à la création de MayaSpace ou est-ce que vous êtes parti d'un autre postulat? Non, ça part, je crois, de la même logique, qu'il fallait redonner un petit peu de dynamisme à ce marché. Envisager d'autres modes de développement des lanceurs que ce qui avait pu prévaloir en Europe jusqu'à présent. Et la décision qui a été prise en 2021, qui a abouti à la création de la société MayaSpace en 2022, c'était de créer une société à part. Nous sommes un spin-off en quelque sorte, une filiale à 100% d'Ariane Group. Mais il était considéré qu'il était nécessaire d'être dans une structure à part pour pouvoir travailler sans le champ de contraintes existant, qu'il s'agisse des contraintes internes à une société de la taille d'Ariane Group, donc pouvoir travailler sur un mode un petit peu plus start-up avec des process plus légers, mais aussi envisager de nouveaux modes de développement et de financement aussi. Puisque une des caractéristiques essentielles, une des différences essentielles du projet porté par MayaSpace par rapport au projet des lanceurs de la famille Ariane, c'est que le développement est financé sur fonds privés et n'est pas financé sur fonds publics. Et donc voilà, c'est la création c'est ça, ce constat-là qui a ce besoin en quelque sorte de tester de nouveaux modèles de gouvernance et de pouvoir aller plus vite, qui a abouti à la création de la société. Oui. Très bien. Et du coup, est-ce que l'European Launcher Challenge, ça a eu un impact aussi sur cette vision typiquement de financement par le privé? Est-ce que ça est cohérent avec un petit peu cette vision que vous aviez? Alors c'est cohérent, je ne dirais pas que ça a eu d'impact parce que la société MayaSpace a été créée en 2022, donc avant que l'initiative du European Launcher Challenge n'apparaisse, mais les deux sont parfaitement cohérents. La logique avec laquelle nous avançons chez MayaSpace, c'est la logique de l'obligation de résultat, en quelque sorte. On est convaincu que pour réussir à viabiliser un projet tel que le nôtre,
on a besoin d'une forme de soutien public, mais on appelle de nos voeux que ce soutien public évolue dans ses modalités. Jusqu'à présent, le soutien public était essentiellement un soutien au développement. Le développement des lanceurs Ariane ou du lanceur Vega a été financé par le contribuable. Il y a aussi dans certains cas un soutien à l'exploitation. Donc tous les ans, l'exploitant de ces lanceurs touche de l'argent pour équilibrer ses comptes. Ce que l'on a souhaité, c'est tester un modèle différent où le développement, comme je le disais, est financé sur fonds privés et les fonds publics servent plutôt à accompagner la montée en régime. Donc ce sont des fonds qui sont apportés que sous condition de succès, en quelque sorte. Et c'est de cette façon-là que nous allons être soutenus au titre du European Launcher Challenge. C'est via un mécanisme de complément de prix sur des vols que nous réaliserons pour le compte de clients institutionnels ou de clients commerciaux. Donc c'est sous l'hypothèse que le développement financé sur fonds privés se fasse bien et que les lancements aient effectivement lieu. Très bien, merci beaucoup pour les explications. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres programmes comme celui de donc l'ELC qui permettent de financer les startups comme par exemple MayaSpace? Est-ce que Enfin voilà, quels sont un petit peu ce que vous mettez en place? Alors, il y a toute une gamme de programmes. Pour ce qui est des lanceurs uniquement, en fait, on avait mis en place dans la direction du transport spatial à l'ESA un programme qui s'appelle Boost et qui était un peu un précurseur de l'ELC au sens où dès, disons, le début des années 2020 et même un peu avant, il soutenait techniquement le développement de petits lanceurs ou d'initiatives privées dans le transport spatial européen. Mais là, par contre, il n'était pas question d'acheter des services de lancement. C'était uniquement du soutien classique, comme tu disais, Johan, de soutien au développement et support technique, aussi de notre direction technique. Donc il y avait ce boost, et puis il y a aussi un travail commun avec la Commission européenne sur le Flight Ticket Initiative qui consiste à aider à faire des démonstrations en orbite, des démonstrations en vol et à payer des vols pour des petites startups qui voudraient se qualifier en orbite. Mais l'ELC, c'est vraiment le modèle parfait. Enfin, rien n'est parfait, mais c'est un bon modèle parce qu'il combine effectivement ce soutien technique et il combine le soutien au lancement et l'achat de fait de lancement. Enfin, je pense qu'on va évoluer de plus en plus dans cette direction où les agences spatiales sont les clients, comme on dit, anchor customer, des clients d'ancrage, des clients garantis. Et ça, c'est très important pour une entreprise comme MayaSpace ou pour les autres challengers d'avoir des contrats publics. Parce que ça permet par exemple d'aller faire des emprunts auprès des banques, parce que ça donne de la confiance. Disons, dans le business plan d'une entreprise de petits lanceurs privés, on sait qu'il y a des gros clients qui vont payer, qui ne vont pas être en faillite, etc. Plus généralement, à l'ESA, et depuis donc, 2021, on a vraiment des services de soutien aux startups. Alors, on avait déjà des incubateurs, mais le réseau s'est encore développé. Donc, on a un énorme réseau d'incubateurs européens. Alors, évidemment, MayaSpace, ça fait longtemps que ce n'est plus tout à fait une toute petite startup. C'est plus une PME maintenant qu'une startup. Mais pour des startups d'étudiants, ça permet de faire mûrir les projets. Donc on a 32 incubateurs dans toute l'Europe. On a aussi des programmes un peu dans tous les domaines du spatial, observation, sciences, techno, navigation, communication, exploration évidemment, et je ne parle pas des lanceurs puisqu'on vient d'en parler, qui, disons, vise à développer des petits services ou des produits, des technologies nouvelles et qui donnent du soutien à des startups ou à des petites entreprises. Donc, petit à petit, disons, l'Agence spatiale européenne a ouvert son champ d'action, même si son ADN, ça reste les gros programmes, les gros lanceurs, les gros satellites, les missions scientifiques de très grande envergure.
on a élargi notre portfolio, si je puis dire, à aussi des petites missions dédiées à des PME et à des nouveaux entrants sur le marché spatial. Très bien. Et justement, comment est-ce que vous avez fait pour convaincre Lisa que vous étiez un bon challenger pour l'ULC? Qu'est-ce que vous avez mis en avant Alors, déjà, on a joué la transparence, me semble-t-il, à fond. Je crois qu'on a un projet qui répond aux besoins d'évolution, qui a été identifié par l'ensemble des acteurs de l'écosystème européen. On essaye d'abord de combiner le meilleur des deux mondes, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc on est très soucieux de notre autonomie vis-à-vis de notre maison mère, justement. Enfin, c'est une condition nécessaire pour pouvoir aller vite, pour pouvoir faire moins cher, mais en même temps, on ne veut pas commettre non plus d'erreurs de débutants. On est convaincu qu'il y a beaucoup à utiliser de ce qui a pu être fait en Europe jusqu'à présent, et ça se traduit dans la composition de nos effectifs. Nous sommes 350 aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des Maya Spacers qui ont l'expérience d'avoir déjà développé ou déjà opéré un lanceur. Donc ce tiers-là de nos effectifs est là pour nous éviter de faire les erreurs de débutants, comme je disais. Et on a en même temps les deux autres tiers qui sont là pour nous remettre en question, nous aider à nous remettre en question et nous forcer à faire différemment. Et les deux autres tiers sont des gens qui ont des expériences soit dans le New Space, soit dans d'autres industries que l'industrie spatiale, parce que nous sommes convaincus qu'il y a aussi à apprendre de l'industrie aéronautique, de l'industrie automobile, parce que nous sommes dans un marché qui est en plein essor, avec des cadences qui sont amenées à augmenter de manière significative. Alors il va sans doute se passer encore pas mal de temps avant qu'on fabrique autant de lanceurs que Renault ne fabrique de voitures, par exemple, mais néanmoins, il y a potentiellement l'équivalent d'un ordre de grandeur en termes de cadence sur lesquels on se projette, et ça nécessite de faire évoluer un certain nombre de choses dans la logique d'industrialisation. Et les gens qui ont l'expérience du monde de l'automobile nous aident à faire le pont, en quelque sorte, entre le monde d'hier et puis le monde de demain. Donc on a parmi les arguments mis en avant celui de la recherche de la combinaison du meilleur des deux mondes. Et puis je pense aussi que nous avons un lanceur qui est intéressant dans une perspective de moyen ou de long terme pour l'Europe, parce que c'est un lanceur qui est compétitif sur le marché qu'il vise, hein, le marché des mini-lanceurs, comme on l'a dit. Donc typiquement, un lanceur qui est en capacité de mettre en orbite des satellites jusqu'à 4 tonnes, mais c'est un lanceur aussi qui utilise des briques technologiques qui sont des briques qui sont potentiellement utilisables pour le futur lanceur lourd européen, celui qui pourrait être amené à prendre la succession d'Ariane 6 un jour. Hein, je donnerai juste un exemple. Le moteur qui propulsera la fusée Maya s'appelle Prometheus. C'est un moteur qui est développé dans le cadre d'un programme financé par l'ESA. Le choix qui a été fait par la société Maya Space, ça a été à la création de la société, non pas de se lancer dans le développement d'un nouveau moteur, pardon. Si on s'était lancé dans le développement d'un nouveau moteur, eh bien, sans doute qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps que le temps qu'on se donne pour aller jusqu'au pas de tir. Notre objectif, c'est de réaliser notre premier vol en 2027, donc 5 ans seulement après la création de la société, alors que le développement d'un moteur du type du moteur Prometheus, c'est plutôt 10 ans que ça prend typiquement. Donc on a fait le choix de s'appuyer sur ce développement qui était en cours au moment où la société a été créée. Ça va nous permettre d'arriver sur le pas de tir plus tôt, mais ça signifie aussi que notre lanceur sera capable potentiellement de grossir assez rapidement, parce qu'en rajoutant davantage de moteurs sur l'étage principal de la fusée, donc nominalement la fusée en aura 3, mais en mettant davantage, sa performance augmentera de manière très significative. Et donc d'une certaine façon, le lanceur que nous développons peut être considéré comme le précurseur
de ce que pourrait être le futur lanceur lourd européen. Ok. Et justement, ça faisait partie un peu des enjeux de l'European Launcher Challenge, de peut-être prévoir un futur lanceur lourd pour l'Europe? Alors, l'enjeu principal de European Launcher Challenge, c'est effectivement de préparer le futur. Hein. Et de préparer le futur, ça ne veut pas dire que le futur n'emploiera pas des lanceurs traditionnels. Hein. Bon, on a encore une fois Ariane 6 et Vega qui sont sur le pas de tir, mais de préparer le futur avec des nouvelles technologies. Et là, je voudrais quand même citer la réutilisation. C'est que Maya vous parliez d'atouts et de ce qui a fait que effectivement c'était un challenger très important, c'est que Maya est un des seuls challengers, pas le seul, mais un des seuls challengers à parler de réutilisation. Et on voit bien qu'aux États-Unis, le succès du Falcon et de SpaceX est essentiellement lié aussi à la réutilisation pour réduire les coûts, pour augmenter la cadence. Quand on n'a pas à jeter le lanceur et à fabriquer un nouveau lanceur à chaque fois qu'on veut lancer, on peut lancer plusieurs fois et beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de temps entre deux lancements. Et aussi, donc, innovation, dynamisme et, comme disait Yoann, façon de travailler différente. Des développements plus rapides, plus agiles, c'est la méthode de travail. Donc ça nous intéresse beaucoup. Et dans notre perspective, il est clair que oui, le futur lanceur lourd européen sera probablement réutilisable, ou en tout cas aura des parties réutilisables, ça semble presque certain, et s'appuiera sur les développements de l'ELC. Et comme tu le dis, il y a le moteur Prometheus, il y a d'autres briques que développe Maya, il y a les étages, un projet d'étage réutilisable, etc. Donc oui, c'est vraiment l'objectif, préparer le futur et avec plus d'innovation et des technologies très innovantes, très disruptives. Là, on peut vraiment parler de disruption quand on parle de réutilisation. Et c'est vrai que notre génération s'intéresse aussi beaucoup aux questions de développement durable. Est-ce que c'est des choses que vous avez considérées quand vous choisissiez Ah ben clairement, et sans vouloir parler d'économie circulaire, un lanceur réutilisable, par construction, va générer moins d'empreintes carbone et moins de pollution puisqu'on le réutilise. C'est vrai que quand on y pense, c'est un peu comme si vous prenez un avion et à chaque fois que votre avion atterrit, on le met au rebut. On le jette, c'est impensable. Alors, c'est vrai que pour l'instant, les cadences de lancement ne justifiaient pas, parce qu'un lanceur réutilisable, c'est beaucoup plus d'investissement dans le développement. Et puis aussi, il faut prévoir le retour, donc ça rajoute du poids pour prévoir le retour des étages qu'on va récupérer. Et puis, il y a toute une logistique des opérations qui coûtent plus cher. Donc, au départ, il y a des coûts plus élevés. Mais très rapidement, si la cadence augmente suffisamment, en fait, le fait de ne pas avoir à redévelopper un lanceur, évidemment, enfin, de ne pas avoir à produire un nouveau lanceur à chaque fois qu'on veut lancer, ça entre en compte et à un moment, ça devient très économiquement justifiable. Et donc, la réutilisation, oui, ça permet énormément de baisser l'empreinte carbone et l'impact sur l'environnement. Il y a d'autres aspects. Il y a évidemment aussi les aspects des fuels, des carburants. Maya, le moteur Prometheus fonctionne à l'oxygène liquide et au méthane. Bon, je te laisserai élaborer sur le méthane, mais c'est vrai que beaucoup de moteurs maintenant fusées fonctionnent sur oxygène, sur oxygène liquide, hydrogène liquide ou oxygène liquide kérosène ou oxygène liquide méthane. De toute façon, on est très loin des carburants qui étaient utilisés sur les premières fusées, et en particulier à la première Ariane, qui était assez polluant. Ça, on a réussi à s'en débarrasser, parce que c'était aussi, j'allais dire, la loi de faire en sorte de polluer moins et de ne plus utiliser des composants chimiques dangereux.
Et par exemple, au CSG, au Centre spatial guyanais, depuis lequel sera lancé Maya Space, j'ai vu que les premières pierres étaient posées pour le pas de tir de Maya Space. On aura par exemple, on est en train de concevoir une usine d'hydrogène vert. Et ça fera de l'hydrogène liquide vert, environnementalement neutre, et qui pourra servir par exemple à Ariane 6. Donc je suis sûre que chez Maya aussi, on a cette attention, disons, aussi à la chaîne de valeur et à l'empreinte carbone globale du lanceur. Mais le facteur prépondérant, c'est la réutilisation. Là, c'est énorme, le gain. Juste pour rebondir, je confirme que la réduction de l'empreinte environnementale de nos activités, ça fait partie de nos priorités. Ça fait partie de nos priorités parce qu'on est convaincu en tant que citoyen qu'il faut préserver les ressources de notre planète, mais on est aussi convaincu que d'un point de vue stratégique, être capable de proposer au marché un lanceur dont l'empreinte environnementale est inférieure à celle de tous les autres, eh bien, c'est un argument de vente sur le long terme qui sera assez puissant, un argument de vente vis-à-vis des clients institutionnels qui sont d'ores et déjà très soucieux de la réduction de leur empreinte environnementale, mais de plus en plus aussi sur le marché commercial. Les clients commerciaux commencent à mettre ce critère-là parmi les critères de choix de leur solution de service de lancement. Et ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que les pouvoirs publics, au sens large, vont faire en sorte que les acteurs privés, les clients commerciaux, intègrent de manière encore plus systématique ce sujet-là, soit en créant des incitations, soit en les y forçant par la régulation. Donc quand on développe un lanceur, il faut forcément se projeter à long terme. On est sur une industrie à cycle long. Donc on développe un lanceur pour qu'il soit pertinent à son entrée en service, donc en 2027 pour nous, mais qui doit rester pertinent à l'horizon 2035 aussi. Et donc on est convaincu qu'à l'horizon 2035, ce critère-là fera partie des critères clés de choix pour nos clients. Pour revenir juste sur le méthane, donc le choix du méthane, il est motivé par ces questions environnementales, pas seulement. Il est motivé par ces questions environnementales parce qu'il génère moins de suie. La combustion du méthane génère moins de suie que d'autres carburants, comme le kérosène en particulier. Cela étant dit, il ne génère pas zéro suie, et ce que l'on a constaté, c'est que la connaissance scientifique n'était pas suffisante sur la question de l'évaluation de l'impact du rejet des suies dans l'atmosphère, et en particulier dans la haute atmosphère. Et donc, fidèle à cette volonté que nous avons de réduire l'empreinte environnementale des activités de lancement, on a pris la décision de financer une thèse pour faire progresser la connaissance scientifique et, le cas échéant, ajuster le mode de fonctionnement de notre moteur de manière à minimiser encore une fois son impact environnemental. Et dernier élément sur le méthane que je voulais mentionner, c'est que notre objectif, ce n'est pas uniquement de faire voler notre lanceur en utilisant du méthane, mais c'est en fait d'utiliser du biométhane de manière à ce que le rejet de carbone dans l'atmosphère soit le plus réduit possible en utilisant une source de carburant qui a permis en quelque sorte de capturer du carbone peu de temps avant qu'il ne soit rejeté dans l'atmosphère, et donc d'éviter le plus possible des énergies fossiles. Merci beaucoup pour les explications, c'était très complet. Je voulais revenir un petit peu sur la question de la réutilisabilité. Et c'est vrai que vous le mentionnez, que notamment quand on veut envoyer de plus en plus de satellites, et donc qu'on augmente les cadences, ça devient un vrai enjeu. Est-ce que vous avez l'impression que la demande privée aujourd'hui en Europe, elle a vraiment augmenté au point de nécessiter de nouvelles cadences, de plus en plus de lanceurs, etc. Qu'est-ce que vous pensez un peu du besoin du marché ? Écoute, moi, je vais parler plutôt, je pense que le marché privé et commercial, Johan le connaît mieux aussi parce
en quelque sorte, il en vient. Disons, les besoins institutionnels augmentent énormément. Donc déjà, je peux vous répondre sur l'aspect marché public ou marché institutionnel. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte, malheureusement, de guerre, un contexte géopolitique très compliqué, et ça a entraîné une prise de conscience très forte des pays européens, de leur dépendance et là aussi de leur fragilité sur toutes les affaires militaires et de défense et vis-à-vis de systèmes non européens. Alors autrefois, il y a une grosse vingtaine d'années, on a démarré le système de navigation Galileo parce qu'on était dépendant du GPS américain, mais le GPS est un système militaire. À la base, ça a été développé par le DoD américain, ce qui signifie que les États-Unis pouvaient unilatéralement décider de couper le GPS, et c'est ce qu'ils ont fait au moment de la guerre en Yougoslavie, etc., sur des zones. Et donc, évidemment, l'Europe ne pouvait pas se permettre de dépendre sur un truc aussi important que le positionnement et la navigation. Donc, on a fait Galileo. On a déjà des systèmes d'observation de la Terre et de télécommunications indépendants. Ce qui nous manque, c'est la connectivité. Donc, on est en train de développer la constellation Iris-Carré avec l'Union européenne. Et maintenant, on voit bien qu'il y a d'autres systèmes, et en particulier de communication sécurisée, de choses comme ça, dont on a besoin. Alors, l'Allemagne a fait une annonce récente que leur budget militaire spatial allait augmenter, et ils ont cité des chiffres de 35 milliards d'euros sur le budget militaire d'augmentation d'ici à 2030, dont une partie non négligeable pour le spatial. Ce matin, avant de venir, j'écoutais les news à la radio et j'entends qu'il y a eu une annonce du ministère de la Défense français sur le même chiffre, d'ailleurs, je crois, ou 34 ou 35 milliards d'euros de budget additionnel pour la défense. Donc je vois, et je sais qu'en Italie, il y a un projet aussi de constellation militaire. Donc je pense qu'assez rapidement, on va se trouver effectivement dans une pénurie de lanceurs pour des constellations qui vont arriver un peu de tous les côtés, d'autant plus qu'il faut espérer quand même que toutes ces constellations qui ont quand même des utilisations militaires et de défense aient à cœur de lancer sur des lanceurs européens. C'est la préférence européenne, c'est quelque chose qui est partout ailleurs dans le monde utilisé. Nous, on est un petit peu encore timide, mais je pense que c'est très important qu'on lance nos systèmes européens sur des lanceurs européens. Donc oui, la demande institutionnelle va grandir énormément dans les années qui viennent. Et donc je pense que disons à partir de 2030-2031, on verra ces constellations se développer grandement. Enfin, on aura besoin de beaucoup de lancements. Et là, des acteurs comme Maya, évidemment, seront très bien placés, d'autant plus avec la possibilité de réutilisation et donc de cadence très rapide. Donc je confirme que le marché est en croissance. Du côté institutionnel, Géraldine vient de le dire, sur le plan commercial, les projets se multiplient. Alors évidemment, tous ces projets n'iront pas forcément au bout, mais il est clair que le marché est en croissance assez significative. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les perspectives de croissance du marché, perspectives de croissance de la demande, avec les perspectives de croissance de l'offre aussi. Et si on zoome sur le marché qui nous intéresse, nous, Maya Space, avec notre lanceur Maya, qui est un mini-lanceur, notre conviction, c'est que la demande augmente, mais elle augmente moins vite que l'offre potentielle. Pour le dire plus simplement, il y a beaucoup de projets de micro-mini-lanceurs, plus que ce que le marché permettra d'en nourrir. Et ça, c'est le cas malgré les demandes très significatives qui peuvent venir des projets de constellation. C'est ça qui représente une bonne partie des volumes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces satellites qui ont vocation à fonctionner en mode constellation, ils ont plutôt vocation à être lancés par des lanceurs lourds, pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que parce que ces satellites, il faut pouvoir les lancer sur un laps de temps assez court. Sinon, les premiers satellites qui sont lancés ont déjà
consommer la moitié de leur durée de vie en quelque sorte avant que les derniers ne le soient et que le service puisse être proposé. Donc la réalité c'est que la demande augmente fortement, mais elle augmente fortement pour des lanceurs lourds. Ça ne veut pas dire que les lanceurs plus légers n'auront rien à faire par rapport à ces projets de constellation, mais c'est plutôt dans une logique de complément des lanceurs lourds pour compléter les plans sur lesquels les satellites sont lancés, mais la majorité de ces satellites a plutôt vocation à être lancés par des lanceurs lourds. Et je voudrais en profiter pour revenir sur le point que faisait Géraldine tout à l'heure, qui est très juste sur le fait que la réutilisation, la récupérabilité du premier étage, ça permet d'augmenter plus facilement les cadences. Donc c'est effectivement le cas. Et la réutilisation du lanceur Maya, c'est ça notamment qui va nous permettre de viser une cadence aux alentours de 20 à l'horizon du début de la prochaine décennie. Mais il y a un autre avantage essentiel qu'apporte la réutilisation du premier étage. Dans notre cas, c'est que ça nous permet d'être pertinent sur un segment de marché qui est plus large que celui sur lequel nous serions compétitifs si notre lanceur était uniquement consommable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un lanceur ne part pas forcément toujours rempli à 100%, si je puis dire. L'intégralité de la performance du lanceur n'est pas systématiquement utilisée. Si un client a besoin de mettre un satellite d'une certaine masse sur une orbite spécifique et que cette masse ne représente que 25% de la performance maximale du lanceur, ça veut dire que le lanceur ne part plein qu'à hauteur de 25%. Si le lanceur n'est pas récupérable, ça veut dire que les 75% restants, il faut d'une manière ou d'une autre les facturer à ce client qui ne consomme que 25% si on veut que le service de lancement ne génère pas de pertes. Et c'est ça la problématique en fait, pour les opérateurs de services de lancement, de réussir à remplir le plus possible leurs lanceurs. Un avantage très significatif que nous apporte la récupération du premier étage, c'est que ça nous permet d'avoir plusieurs points de fonctionnement de notre lanceur et donc de partir toujours plein ou toujours quasiment plein. Parce que si le satellite que nous avons à lancer ne consomme que 25% de la performance maximale du lanceur, eh bien on pourra utiliser la réserve de performance restante pour récupérer le premier étage et donc réaliser des économies très substantielles, parce que ça veut dire qu'au coup d'après, on n'aura pas besoin de refabriquer un premier étage, donc on annule en quelque sorte le coût du premier étage. Alors, il faut juste rajouter le coût de reconditionnement du premier étage une fois qu'on l'aura récupéré, et puis le coût d'opération de la barge qui est nécessaire pour récupérer ce premier étage, mais ça va nous permettre de faire des économies très significatives et donc de proposer aux clients un prix beaucoup plus attractif que si on perdait le premier étage, comme on le fera lorsqu'on consommera l'intégralité de la performance de notre lanceur. Donc la réutilisation, c'est ça qui va nous permettre aussi de nourrir en quelque sorte la cadence de notre lanceur, parce qu'il y a plus de clients pour lesquels on pourra faire des offres compétitives et qui choisiront par conséquent de partir avec nous. Merci beaucoup pour les explications. Vous avez mentionné tout à l'heure l'idée d'utiliser des lanceurs européens pour lancer des satellites européens. On avait regardé un petit peu dans notre association les résultats de la dernière ministérielle. Et il y avait des infographies très intéressantes qui montraient un petit peu que les pays, donc par exemple la France, finançaient majoritairement des projets français. L'Allemagne, un petit peu de même. Et donc on se demandait comment est-ce que donc, l'ESA, acteurs institutionnels, mais aussi des entreprises privées et industrielles, elles participent ou elles peuvent aider à faire vraiment corps Europe ensemble et justement à un petit peu peut-être casser certains dynamismes où on est un petit peu nationaliste et essayer vraiment d'être une Europe soudée. Alors, sur ce sujet-là, ce que vous dites, c'est vrai pour l'ELC. C'est-à-dire que l'ELC, on a vu un peu une espèce de renationalisation avec le projet Maya qui est majoritairement français, 2 projets allemands, un projet espagnol et un projet anglais qui s'est retiré. Donc il ne reste plus que 4 challengers. Mais ça n'est que dans l'ELC parce que l'Agence spatiale européenne, c'est vraiment le domaine des projets européens dès le début, conçus comme des grands projets européens. Alors avec
Évidemment, chaque pays peut avoir des intérêts ou des ambitions. Bon, la France, traditionnellement, adore les lanceurs. L'Allemagne est plus peut-être sur l'infrastructure orbitale, la station spatiale. L'Italie sur les télécommunications. Mais c'est des partages différents au sein des budgets. La vérité, c'est que tous les pays de l'ESA participent, bon, avec des pourcentages plus ou moins élevés, au programme dans tous les domaines. Et alors, sauf le programme scientifique de l'ESA, il est financé au PNB. Donc là, les pays n'ont même pas le choix, ils doivent participer au prorata de leur PNB au programme scientifique. C'est un peu le ticket d'entrée à l'ESA. Mais pour le reste, il y a une grande souplesse. C'est vrai que les pays peuvent choisir ou pas de participer au programme. Ils peuvent choisir leur montant de participation. C'est ce qu'on appelle les programmes optionnels, facultatifs. Mais on se rend compte que concrètement, sur tous nos grands programmes, Galileo, Copernicus, les télécoms, l'exploration, les lanceurs, les pays participent à grande majorité dans tous les programmes, et surtout les plus grands pays et les pays moyens, disons. Donc, au contraire, l'ESA, c'est vraiment le domaine des programmes européens, des grands programmes européens, et même un lanceur comme Ariane 6, que souvent en France on dit c'est le lanceur français, mais la vérité c'est qu'Ariane 6 est un vrai lanceur européen. Oui, le premier étage il est en France, mais le deuxième étage il est en Allemagne, la coiffe elle est faite en Suisse. Enfin, je veux dire, il y a 13 pays participants au programme Ariane. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir qui se passe dans notre pays, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, l'ensemble des programmes spatiaux de l'ESA, c'est des programmes européens. Et j'insiste, dès le début. Ce n'est pas après coup. Dès le début, ils sont conçus avec un accord des pays. Et je pense d'ailleurs que c'est un des grands succès de l'Europe, cette Europe des projets. Parce que rien ne rassemble mieux les pays que de travailler sur des projets communs. Et honnêtement, sur le LC, c'est vrai, j'ai parlé un petit peu de renationalisation, justement, mais je suis convaincue que l'avenir de l'ELC sera dans une re-européanisation et que, de toute façon, le lanceur lourd dont on parle pour l'après Ariane 6, le 2035-2040, ce sera un lanceur européen. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemblera, je ne sais pas du tout quel sera le pays, disons, prépondérant, mais ce dont je suis sûre, c'est que ce ne sera pas un lanceur purement national. Parce que l'industrie, elle n'est pas nationale. Je veux dire, les grands groupes, Ariane Group, typiquement, ce n'est pas un groupe français, c'est un groupe européen, c'est un groupe allemand, français, etc. Et en plus, on est dans une recomposition de l'industrie spatiale actuellement, où vraiment, je dirais, l'intégration européenne de l'industrie va même parfois au-delà de l'intégration européenne. Et d'ailleurs, à l'inverse, la création de l'ESA et les premiers programmes, donc dans les années 70-75, les premiers programmes spatiaux ont conduit à créer des consortiums industriels européens qui encore aujourd'hui, si on regarde le paysage industriel spatial de l'Europe, on peut comprendre comment il s'est créé en regardant l'évolution des programmes de l'ESA et la création des consortiums pour répondre aux demandes de programmes de l'ESA. Et cette évolution, juste pour rebondir sur ce que tu disais Géraldine, cette évolution, on l'anticipe, on l'a anticipé sans le faire exprès, si je puis dire, parce que le lanceur Maya est un lanceur européen. La société Maya Space est une société française, indubitablement. Notre siège est à Vernon, dans l'Eure. Mais le projet est un projet européen parce que quand on regarde là où est fabriqué ce lanceur, là où est répartie la valeur ajoutée ou les coûts qui permettent d'avoir un lanceur à la fin, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que 40% des coûts sont générés en Europe, mais en dehors de France. Et 50% de nos partenaires sont européens et non français. On a des partenaires en Suisse, en Belgique, en Autriche, en Pologne, en Allemagne, en Espagne. Et donc le projet est profondément européen.
avec en quelque sorte une empreinte industrielle qui est très répartie en Europe, pas très différente de celle d'Ariane 6 au final, même si la manière dont on s'y est pris pour arriver à ce résultat est assez différente. Le projet Ariane 6 est profondément européen parce que le financement du programme Ariane 6 est profondément européen. Donc c'est ce qu'on appelle la règle du retour géographique. Le pays A contribue à hauteur de X% au financement du développement de ce lanceur. Et il y a X% du travail de ce développement qui doit être confié à des industriels de ce pays A. Dans notre cas, on n'a pas cette contrainte-là, puisque comme je l'ai dit, le développement du lanceur Maya est financé sur fonds privés. Et ce que l'on fait, c'est qu'on choisit nos partenaires industriels en fonction de leur compétitivité et de leur capacité à nous accompagner dans la durée. Eh bien, le travail qui est mené par l'ESA depuis des dizaines d'années a permis de faire émerger aux quatre coins de l'Europe des industriels du spatial qui sont compétitifs, qui sont compétents. Et lorsque nous réalisons nos mises en concurrence, eh bien, il n'est pas rare qu'on tombe comme meilleur partenaire possible pour notre lanceur Maya sur un acteur historique ou non, mais qui est situé dans un autre pays que la France. Et c'est comme ça que l'on arrive en quelque sorte à cette répartition géographique. Donc voilà, comme je disais, on a anticipé l'européanisation qui sera de toute façon nécessaire à un moment donné, même si ce n'était pas forcément prédéfini ou prévu comme cela, à la différence de l'autre exemple que je donnais du moteur Prometheus, qui est un moteur qui pourra équiper le futur lanceur lourd européen, et donc en l'utilisant pour propulser notre lanceur, on se prépare là aussi au coup d'après. Ça, c'était une anticipation beaucoup plus consciente. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Avant de finir, je voulais un petit peu parler du futur de l'ELC et peut-être ce qu'il y aura après. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été envisagé? Est-ce qu'il y aura un ELC pour le futur lanceur lourd? C'est très difficile de prédire le futur, mais je pense que de toute façon, le modèle qui s'appuie sur une compétition est toujours le plus vertueux. Et justement, puisque Johan parlait du retour géographique, tout mon travail des dernières années sur la politique industrielle, ça a été de rendre le principe de retour, qui est après tout logique, on veut tous du retour sur l'investissement, avec celui de compétition et de compétitivité. Donc, je pense que de toute façon, le lanceur lourd fera l'objet d'une compétition. Est-ce que ce sera une compétition plus classique ou à la ELC, c'est difficile de dire. Je pense aussi que le lanceur lourd verra une participation industrielle privée. Moi, je trouve que, en tout cas, l'ELC, c'était plutôt une bonne idée, plutôt un bon modèle, et je suis toujours partisane de s'occuper, de comparer, et de regarder les bons modèles. Donc pourquoi pas, mais rien n'est décidé encore sur la continuation de l'ELC et l'extension de l'ELC vers le lanceur futur. Mais je pense que ce sera une des options qu'on regardera, ça c'est certain. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que, avant de finir, vous auriez pu adresser un petit mot peut-être aux étudiants notamment qui nous regardent, qui nous écoutent, quel message vous avez envie de leur transmettre? Tu commences ? Je peux commencer, oui. Le message que j'aurais envie de passer, c'est venez dans cette industrie parce que c'est une industrie passionnante pour plein de raisons. Déjà, c'est une industrie qui est en complète transformation et quand un monde se transforme, il y a plein d'opportunités à saisir. Donc venez pour cela. Venez aussi parce que en travaillant dans le spatial, vous ferez quelque chose d'utile. On a touché du doigt la question de la souveraineté européenne en matière d'accès à l'espace. Travailler dans le monde du spatial, c'est contribuer à l'autonomie européenne dans le spatial et d'une certaine façon à contribuer à ce que l'Europe conserve la voie qui doit être la sienne dans le monde compliqué et les tensions géopolitiques actuelles. Et puis le troisième peut-être élément que je voudrais passer, c'est que
Je trouve que c'est une industrie qui est passionnante parce que c'est une industrie où on ne peut réussir que si on travaille en équipe. On est sur des sujets qui sont assez complexes d'un point de vue technique. Et je crois qu'aucun ingénieur, aussi talentueux soit-il, est capable d'appréhender l'intégralité de cette complexité à lui tout seul. Donc on ne peut y arriver que si on utilise des compétences complémentaires de plein d'ingénieurs. Et puis ce n'est pas uniquement une question technique en fait. En particulier développer un lanceur, c'est compliqué d'un point de vue technique. Mais il y a d'autres enjeux que des enjeux techniques, il y a des enjeux économiques. L'objectif de MayaSpace, c'est de faire un lanceur Maya qui est performant d'un point de vue technique, mais c'est aussi de faire un lanceur qui est compétitif, un lanceur qui permette de gagner de l'argent ou en tout cas de ne pas en perdre. Et pour y arriver, eh bien, on a besoin d'ingénieurs, mais on a aussi besoin d'autres talents que des talents d'ingénieurs. On a besoin de bons juristes, on a besoin de bons financiers. Et c'est ça aussi, en fait, l'équipe qui marche, c'est une équipe d'ingénieurs aux compétences complémentaires, mais c'est plus globalement une équipe, une entreprise avec des compétences techniques, des compétences business, des compétences juridiques et financières. Et c'est l'agrégation, en quelque sorte, de toutes ces compétences qui permettra d'arriver au succès. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que tu as tout dit. J'ajouterais que je pense que c'est très important de choisir un travail d'abord qu'on est content de faire. Et moi, depuis plus de 35 ans, je suis contente de travailler dans le spatial parce que je trouve ça génial, je trouve ça fun, je trouve ça passionnant. Et puis c'est vraiment un domaine où on a encore le droit de rêver. Et c'est aussi un domaine de passionnés. Et ça, je trouve ça très agréable de travailler avec des gens passionnés par ce qu'ils font. C'est un domaine qui a du sens. Et ça aussi, c'est important. Je pense que peut-être moins, je ne sais pas, peut-être moins au début de sa vie, mais je sais que maintenant, je suis très attachée au fait que ce que je fais ait du sens. Et puis, comme tu dis, coopération, j'ajouterais cette dimension européenne, coopération internationale aussi, parce qu'on continue à coopérer avec des partenaires internationaux. Et je repense toujours à la première. Là, on a revu les photos de la Lune, on a revu. Bon, moi, je n'ai pas vu l'atterrissage sur la Lune en 1969, mais là, j'ai suivi avec passion la mission Artemis et les astronautes qui ont tourné autour de la Lune. Et on voit, comme dans les images Apollo, on voit ce lever de terre et on prend conscience que, oui, la Terre, elle est unique, elle est fragile, il faut la protéger et il faudra certainement un jour, dans je ne sais pas combien de temps, se projeter ailleurs de la Terre. Bon. Et je trouve que ça, c'est formidable d'avoir cette prise de conscience et de comprendre que ce qu'on fait, ça a un sens. Voilà, donc moi je dirais, venez travailler dans le spatial, quel que soit votre job, il y aura de la place pour vous, ingénieur, technicien, scientifique, juriste, économiste, médecin, astronaute bien sûr, mais bon, il n'y a pas que les astronautes et il n'y a que des jobs vraiment passionnants à faire. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence et pour toute cette mine d'or que vous nous avez donnée. Voilà. Merci Coralie. Merci. 3,